quelqu'un aimerait-il poser une question à un ou l'autre de nos orateurs? Sur la question qui vient d'être évoquée sur les nuisances, est-ce que vous faites un relevé, une cartographie, non pas des nuisances CFR qui sont bien connues, mais en revanche les entreprises avant ces nuisances, de bruit ou... Alors on est obligé de le faire et on retrouve par exemple cet avertissement va figurer dans un plan directeur, celui de l'Arc-en-Ciel. Donc M. Farah a été complètement confronté à cette question de devoir identifier les secteurs à risque, les secteurs à nuisance. Et c'est dans ce sens-là où je dirais le plan directeur par rapport aux partenaires du privé a l'avantage à quelque part de mettre à jour à quelque part toutes les contraintes qui vont peser sur ce site, les opportunités, mais aussi les contraintes. À quelque part qui doivent permettre le privé qui va investir, qui va devenir finalement le porteur de projet proprement dit, de mesurer est-ce que le risque il est viable ou est-ce qu'il est justement il est déséquilibré et je ne vais pas me lancer dans cette affaire. Ce qui confirme, pour compléter ce que vous dites et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à cette fameuse mixité, c'est-à-dire ça confirme que tout le travail qui doit être fait aujourd'hui doit être fait dans un cadre dans lequel il y a une flexibilité qui est importante. Parce que je veux dire, il y a certaines des parcelles ou certains des quartiers sur lesquels vous travaillez, sur les quartiers qui verront effectivement le jour dans 10 ou 15 ans. Alors, quel sera le tissu tertiaire à ce moment-là, dans cette région-là? Quels seront les influences extérieures qui seront venues? Parce qu'on voit tous aujourd'hui, hein, vous avez un garage qui se construit quelque part dans une zone de ce type-là, vous en avez 3 autres qui viennent autour, vous avez un Mediamarkt, vous avez tous les concurrents qui arrivent. Donc il va y avoir une évolution, l'évolution du tissu économique autour, dans ces différents sites, va être beaucoup plus rapide en fait, que l'évolution de toutes les études et de tous les schémas. Et pour moi, je trouve que ça rend les choses très très difficiles, ce qui oblige, ce qui est vraisemblablement une difficulté pour vous dans le cadre de vos fonctions, c'est de prévoir dans les études que vous faites et dans tout le process que vous faites, de prévoir cette fameuse mixité avec des ratios qui sont flexibles, parce qu'en 15 ans, vous avez une génération d'entrepreneurs qui changent. Ça, c'est vraiment la philosophie de base, c'est qu'il y a, en tout cas au niveau des plans directeurs et même dans les PPA, nous préférons ne pas parler de taux fixe, mais de parler de prédominance, de vocation prédominante. C'est évident. C'est évident, moi j'ai passé 5 ans au canton à examiner des plans de quartier, et donc je connais très bien ce problème, et je veux dire, ce qui se passe quand un plan de quartier a 10 ans, et puis qu'un architecte, finalement, on lui dit, voilà, c'est ça ton cadre, fais ton projet là-dedans, et puis ça ne correspond plus rien aux demandes du marché du moment. C'est une question qui s'adresse à M. Farah, le urbaniste. Comment est-ce que vous réglez l'inéquation entre l'artisanat qui veut en général des surfaces de rez-de-chaussée, qui ne supporte pas les étages, avec la densification des quartiers, en dehors de l'aspect, je dirais, nuisance entre artisanat et logement, par exemple? Je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème. C'est quand on fait vraiment dans les nouvelles planifications, surtout en friche industrielle, on n'a pas forcément des logements qui ont des jardins au rez-de-chaussée. Dans la plupart des cas, on met une attention accrue sur la création des espaces publics et de ce qui va se passer autour des nouveaux immeubles, parce qu'on part de là, on part des espaces publics, des rues, des places, etc. Et on a envie, au contraire, d'avoir un artisanat qui s'installe là, qui continue à faire vivre ce rez-de-chaussée. Et c'est l'inverse, à mon avis, qui se pose. Il y a une difficulté de la part des promoteurs de faire des bâtiments qui intègrent systématiquement des rez-de-chaussée d'activité, parce qu'il n'y a pas forcément la même demande aujourd'hui pour de l'activité que pour du logement. On n'a pas la même facilité de vendre des logements que des activités, donc ça, en fait je pense que ça les embête un peu plus de se dire qu'on a cette contrainte de trouver des locataires, etc. Et donc je pense que si les artisans se font voir pour dire on aimerait rester dans ce quartier, on aimerait travailler dans ce quartier, il est tout à fait possible de les intégrer.
c'est vraiment c'est la philosophie de la mixité de le faire. Je pense qu'il y a un exemple qui est tout proche de chez nous, qui est à Genève, le plan des terrains de la Fondation pour les terrains industriels genevois, qui eux sont conçus avec pas mal d'intérêt, puisqu'en fait eux ils ont de manière encore plus aiguë cette problématique du terrain limité. Et finalement, comment est-ce que je densifie sur moi-même en me posant justement ce type de questions. L'activité, elle veut du rez-de-chaussée. Alors là, moi, à part ça, là, je crois quand même profondément qu'on va devoir aussi réinventer peut-être des modes de travailler, qu'il y aura besoin d'architectes inventifs, et on voit des exemples très très intéressants justement sur Praille Acacia Vernet à Genève, où on se pose la question, est-ce qu'on peut quand même superposer de l'activité, vraiment où on va rechercher au niveau des typologies architecturales des solutions innovantes. Et je crois le fait que notre terrain est en train de devenir de plus en plus rare va aussi peut-être pour nous ouvrir cette porte vers de l'innovation et de l'innovation, de la créativité pour trouver des nouveaux modèles architecturaux. Pour être très clair, vous imagineriez très bien une activité rez-de-chaussée et de l'habitat au-dessus. Alors je pense que ça c'est effectivement, si c'est pas gênant, c'est possible, mais même je pense que vous êtes plusieurs à connaître les travaux qui se font sur Genève, où on essaye de voir si on peut superposer de l'activité. Certaines activités peuvent être à l'étage. Et qu'est-ce que ça peut donner comme nouvelle typologie? Là, je crois là, il y a vraiment un champ pour de la créativité et de l'ouverture de la recherche qui est ouvert et qui, à mon avis, dans lequel on va progresser ces prochaines années au vu de cette pression sur la préciosité de nos terrains. On parle de plus en plus de la protection du patrimoine industriel. Les friches industrielles portent évidemment des bâtiments anciens qui ont peut-être une valeur historique. Comment, dans ce cas-là, vous les intégriez dans votre projet? Pour nous, ça c'est un cas de figure extrêmement concret. Donc on a, en particulier à Malais, identifié, mais quand nos architectes, nos urbanistes nous ont rendu attentifs un certain nombre d'objets. Il faut savoir que le contexte et la sensibilité patrimoniale dans cette région, je pense qu'on peut dire, elle n'est pas très forte. C'est souvent du patrimoine beaucoup plus récent. Il faut être un peu connaisseur ou qui n'est pas a priori un patrimoine qu'on va dire, voilà, qu'on veut préserver parce que c'est une ferme 17e ou une église ou j'en sais. Donc il y a, je dirais, un volet sensibilisation. Donc maintenant, dans les plans qu'on a fait, donc on les évoque ces éléments, on cherche parfois à convaincre les politiques de bien vouloir, mettons, nous autoriser à les préserver, à demander leur préservation. Et ensuite, l'intégration dans le projet, je pense qu'elle peut se faire vraiment de plusieurs façons. C'est soit un bâtiment qui peut être réaffecté. Alors peut-être que pour le privé, l'exercice est bien un peu plus difficile, un peu plus risqué, parce que voilà, on ne peut pas faire table rase, mais je pense qu'aussi, vous avez évoqué le cas de la structure que vous avez maintenue, vous êtes aussi rendu compte à quel intérêt elle a et qu'elle valorise finalement un environnement. Il y a des éléments plus anecdotiques. La sphère de gaz de Malais, par exemple, elle est aujourd'hui désaffectée. Et on est, dans le cadre de notre plan, on a aujourd'hui mis en évidence cette sculpture, hein, puisqu'on pourrait aussi dire qu'elle est une sculpture. On propose à préserver, et puisqu'en plus elle est un endroit qui est aujourd'hui préconisé pour être maintenu comme un espace vert, un parc, le futur parc, qui entre nous aujourd'hui a déjà pris le nom du parc du gazomètre. Dans nos documents, il s'appelle le parc du gazomètre. C'est vraiment de manière très concrète qu'on va essayer cas par cas de trouver des solutions et d'encourager, je dirais. Après, le pouvoir, il est souvent clairement plus chez nous, mais on doit trouver le partenaire qui partage cet intérêt. On doit avoir la commune, en fait, qui est bien d'accord aussi de défendre cet intérêt-là. Je pense qu'il y a vraiment il y a un travail de conviction et de recherche de solutions en commun à faire. L'exercice pour l'architecte et pour le promoteur soucieux de son résultat est quand même très très intéressant, que d'intégrer quelque chose qui se trouve à l'inventaire, quelque chose qui est répertorié comme étant intéressant dans un ensemble contemporain qui vit avec son temps. Je dois peut-être préciser aussi, vous êtes bien sûr mieux placé que moi pour le dire, mais je n'ai pas l'impression que les notes auxquelles ces objets sont classés sont des notes, c'est rarement des notes très très élevées. Donc oui,
peut-être une structure métallique à conserver, idéalement avec le bâtiment qui est autour, mais peut-être pas forcément. Il y aurait peut-être, de la part de chacun de nos interlocuteurs, un petit mot philosophique, si j'ose dire, pour terminer ce débat. Non, j'ai juste envie de dire que une chose qu'on voit très souvent dans notre métier, c'est que la ville se fait de toute façon. Tant qu'il y a croissance, tant qu'il y a demande, ce qui est le cas aujourd'hui ici dans notre région, la ville se fait. Les gens, ils ont les demandes, ils vont construire et ils vont toujours épuiser le cadre légal dans lequel on se trouve pour construire ce qu'ils peuvent. Donc, que ce soit de l'industriel, on va peut-être construire un petit immeuble, etc. On va toujours épuiser le cadre légal pour le faire. Donc la ville va de toute manière grandir, de toute façon se faire. La seule chose qu'on peut, nous, influer sur ça, c'est en faisant du projet, en mettant des partenaires ensemble, c'est donner un cadre à long terme par rapport à cet aménagement, à ce développement, et puis lui donner une nouvelle image. C'est quand même, c'est l'ambition qu'on a, c'est de dire, on va inventer une nouvelle image de ville pour la transformation de notre patrimoine d'aujourd'hui. On peut tout à fait transformer une friche coup par coup, mais on peut aussi lui donner un dessin et tout d'un coup trouver un ampleur nouveau, un élan nouveau à ces quartiers-là et qui peuvent être des emblèmes de nos villes de demain. J'ai envie de dire deux choses. D'une part, le schéma directeur, il a quand même atteint, il a fait une première phase. Je vous ai montré ses plans directeurs. En réalité, il n'y en aura plus vraiment d'autres grands de ce type-là. On les a faits. On a aussi rattrapé un retard, je crois. Il y avait un déficit de planification qui, je crois, était en bonne partie comblé, tant au niveau des communes qu'au niveau du canton. Et qu'à quelque part, on est aujourd'hui quand même si le processus de renouvellement, de construction ne s'est jamais arrêté, je pense qu'on est tous à quelque part dans les starting blocks pour aller de l'avant dans la mise en œuvre. Et pour cette mise en œuvre, pour qu'elle soit réussie, je pense que l'enjeu pour l'Ouest, c'est de réussir à produire une architecture de qualité. Je crois que c'est vraiment son enjeu. Je veux dire, on ne pourra pas avec Je pense qu'on doit tous avoir cet objectif partagé de faire de la bonne architecture, de créer des espaces collectifs de qualité. Et pour ce faire, je crois qu'on a besoin de ces partenariats dont j'ai souvent parlé maintenant. Je pense que ces partenaires, et en particulier les privés, dans une certaine mesure, auront besoin d'avoir un peu le goût du risque, parce que le chemin est, même s'il y a un plan directeur d'arc-en-ciel, le chemin, il est évidemment pas, on n'est pas arrivé au bout. C'est des gens, je pense, qui ont aussi besoin d'avoir une sorte de passion, un peu le goût du risque. Et je pense que c'est, par contre, aussi des partenaires qui pourront rester nos partenaires sur le long terme, qui seront les meilleurs garants, à quelque part, d'arriver à des résultats qui satisfassent de tous les points de vue. Je dirais de point de vue du privé, du rendement du projet, mais aussi du rendement du projet à la collectivité, puisqu'on est effectivement des projets de cette taille-là doivent aussi donner quelque chose à la collectivité, doivent devenir tout simplement des morceaux de ville au même titre que les autres quartiers, les autres morceaux de la ville de l'Ouest lausannois. La planification, c'est faire des prévisions et à partir du moment donné où la seule chose dont on est sûr avec les prévisions, c'est que ça ne se passe jamais comme on pense, je pense que les friches industrielles restent une opportunité. Je vous remercie. Deux petites choses encore. J'aimerais remercier First Caution et Suisse Bureau pour avoir initié ce premier petit déjeuner. Et puis j'aimerais remercier aussi les partenaires qui ont facilité sa tenue, LR et de Seine-Part, la Porte Cantonale Vaudoise, Proximo et ImmoScout. Cette première est appelée à faire des petits, dans toute la Suisse romande en tout cas, peut-être en Suisse alémanique aussi, on est déjà en train d'y penser. Le prochain petit déjeuner de l'immobilier traitera des friches ferroviaires et il aura lieu à Genève, au Hall de Lille, le vendredi 3 septembre. Vous êtes cordialement invités. Les orateurs seront Daniel Moser des CFF, Martin Dunic de SPG Intercity, qui est chargé de toute la vente, la location des espaces qui seront mis à disposition par les CFF dans la zone justement de la Praille, route des jeunes, et puis Philippe Frey qui est urbaniste. Je vous remercie, il est 10h, vous êtes libérés.